Bonsoir, bienvenue au Cercle Aristote. Ce soir, nous recevons Philippe Béchade. Bonsoir Philippe Béchade. Bonsoir à tous, bonsoir aux abonnés du Cercle. Donc Philippe Béchade, vous êtes rédacteur en chef de la Lettre des Affranchis aux publications Agora et de la chronique Agora qui aide ses lecteurs à comprendre la finance et l'économie mondialisée. Vous m'arrêtez si je me trompe. Je ne vous arrête donc pas. Vous êtes également président du think tank Les Iconoclastes qui réunit plusieurs économistes, dont Olivier Delamarche. Vous étiez trader, vous l'êtes toujours? Oh non. Plus ou moins? Non? D'accord. Même pas, non, plus du tout. Non. Vous étiez trader, un des premiers traders formateurs sur les marchés à terme, et aujourd'hui vous faites en gros de la réinformation sur les marchés financiers, vous essayez de promouvoir une analyse plus contradictoire. Vous étiez chroniqueur chez BFM, et aujourd'hui vous êtes plutôt chroniqueur chez Télévé Liberté et Ligne Droite. Voilà pour la présentation. Donc je présenterai l'émission ce soir avec Noah. Bonsoir Noah. Bonsoir à tous. Et nous avons Maxime en régie. Alors, ce soir, nous allons faire un point sur l'économie française et mondiale, et on va parler marché, banque, dette et inflation, puis en seconde partie, davantage économie réelle, même si c'est compliqué de découpler les deux, bien sûr. Nous parlerons réindustrialisation, énergie, immobilier, et puis peut-être un petit peu de géopolitique également. Alors, Philippe Béchade... Pardon ? Il en faut. Ouais, il en faut. Philippe Béchade, je vais commencer par une phrase qui fonde votre réflexion. Pour vous, vous dites, je vous cite, « Nous ne sommes plus dans le libéralisme puisque les marchés ne déterminent plus la valeur du risque. C'est la Banque centrale qui a pris le relais et qui a subverti les mécanismes de fixation de la valeur. » Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu davantage ce phénomène en prenant en compte que les auditeurs ne sont pas tous des économistes, donc un petit peu de vulgarisation serait bienvenue. D'accord. Donc, une économie de marché, par définition, c'est une économie qui se fie à ce bon sens immanent, un petit peu comme Google, qui statistiquement va sélectionner les réponses qui semblent les plus pertinentes. Eh bien, le marché, c'est la confrontation de tous les avis, plus ou moins experts, sur la valeur d'un bien, d'un service, d'une dette. La fonction première et essentielle du marché est de découvrir le prix, de faire un pricing qui soit le plus pertinent possible et qui synthétise un avis, un consensus sur la valeur. Et quand on parle de dette, le marché détermine un consensus relatif au risque que présente le remboursement ou le non-remboursement d'une dette. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise, le marché détermine si les choix de l'entreprise de créer une unité de production ou une nouvelle façon de le commercialiser, est-ce que c'est pertinent ou non? Comment se situe l'entreprise par rapport à l'environnement international, par rapport à ses concurrents, et quelle est la pertinence des choix qu'elle a fait? Le marché se projette toujours dans une approximation. C'est une approximation et c'est le consensus des anticipations. Évidemment, une valeur marché n'a rien de scientifique et surtout, elle ne devrait avoir rien je suis en train de chercher le terme d'arbitraire. Or, nous sommes complètement sortis justement de la fonction du marché dans la mesure où le prix du risque et le prix des entreprises cotées est aujourd'hui fixé de façon quasiment arbitraire. Et on a entendu pendant plusieurs années, depuis 2009, que les banques centrales forcent les gérants d'actifs vers le risque. Ils sont forcés au risque. Forcé, ça veut dire que c'est un non-choix. Et le marché, c'est l'antithèse. Le marché, c'est le choix et la libre interprétation. Donc, les banques centrales ont aboli la mesure du risque s'agissant de produits obligataires et ont aboli le choix en ce qui concerne les entreprises, puisqu'on est forcé d'investir dans des entreprises, quelles que soient finalement les options qu'elles ont choisies. Et est-ce qu'on sait pourquoi justement
ces entreprises sont forcées à cela par les banques centrales, juste pour l'appât du gain? Alors, ce sont les gérants qui sont en fait forcés d'apporter de l'argent aux entreprises. Et les entreprises qui savent que l'argent va de toute façon rester abondant peuvent, à la limite, prendre tous les risques, puisque quelque part, que le choix soit payant ou non, finalement, il y aura toujours de l'argent. Le système actuel conduit à ce qu'on a observé pendant presque 2 ans, pendant toute la période Covid, à ce qu'on maintienne en survie artificielle des entreprises zombies. Puis bon, elles ont fini par tomber. Pour rester franco-français, mais je peux vous illustrer ça pratiquement dans toutes les zones économiques. En Chine, c'était l'immobilier. Aux États-Unis, ça a été l'immobilier récemment. Et en France, ce sont les fameuses enseignes qu'on connaissait tous, les Naf-Naf, les Camailleux, etc., qui ont fini par déposer le bilan, mais qui ont quand même pu survivre 2 ans de plus grâce à l'argent apporté par les banques centrales. Donc on sauvait tout le monde et le marché n'a pas pu faire son travail de choix et de sélection. Vous dites également que c'est un dévoiement de la pensée de l'école autrichienne, l'école de Vienne. Alors, oui, je vous laisse répondre. L'école autrichienne, où elle est souvent assimilée à l'école du Mont Pèlerin, au-dessus de Lausanne, qui ensuite a immigré aux États-Unis, à Chicago, c'est la fameuse école monétariste qui considère qu'effectivement, c'est l'offre d'argent qui conditionne l'accélération ou le ralentissement de l'économie, et que c'est par la masse monétaire que l'on régule la circulation de l'argent, et une vitesse de circulation de l'argent élevée, c'est toujours dans la théorie, est plutôt inflationniste. Et en réduisant donc, ou en pilotant de façon quasi scientifique l'offre d'argent, on est capable de piloter l'économie, toujours en théorie, au mieux. Une des conséquences de l'acceptation de ce postulat, c'est que l'inflation est quelque part la bête noire, le monstre hideux à combattre, et qu'on a identifié qu'une des principales causes de l'inflation, c'était ce qu'on appelle la spirale prix-salaire, qui s'est avérée effectivement compliquée à enrayer de 1974 à 1981. Et on s'est dit que finalement, pour enrayer la spirale prix-salaire, il suffisait finalement de contrôler les salaires, ou plutôt de contrôler les revenus distribués aux salariés. Ces revenus sont le résultat de l'activité de l'entreprise et à un moment d'un partage de la richesse. Et on s'est convaincu que partager trop de richesse avec ceux qui la créent, c'est-à-dire les salariés, entretenait la spirale inflationniste. Et on s'est aperçu qu'en distribuant plus d'argent aux actionnaires et moins aux salariés, les actionnaires finalement avaient une gestion beaucoup plus rationnelle de l'argent. Ah oui, parce que quand on est actionnaire, ça veut dire qu'on a déjà de l'argent. Donc quand on vous en donne plus, qu'est-ce qu'on fait? On ne le dépense pas, on le stocke. Et donc, à partir des années 84-85, avec les fameux Reaganomics, avec Margaret Thatcher, on a vraiment acté que l'on allait modifier le partage de la richesse au nom de la stabilité financière, expression que vous entendez dans la bouche des banquiers centraux de façon obsessionnelle depuis 1992 et la décision de créer une monnaie unique. Donc la stabilité monétaire, ça signifie surtout assurer la stabilité des prix, c'est-à-dire contrôler la dynamique des prix, et on l'obtient donc en régulant l'offre d'argent, mais également en s'assurant qu'il ne s'enclenche pas de spirale prix-salaire. Et c'est ce qui explique que depuis 40 ans, les classes moyennes se paupérisent, les classes moyennes inférieures se retrouvent complètement déclassées et deviennent des gens qui sont endettés systématiquement, qui n'arrivent pas à finir le mois sans diverses aides. Et ces aides finissent par par instaurer un rapport de sujétion par rapport à ceux qui vous, justement, offrent ces aides. Et pour les classes moyennes dites supérieures, soit vous placez votre argent dans des actifs financiers, soit vous les placez ailleurs, et là, vous avez quand même beaucoup de mal
à ne pas perdre de la valeur de votre épargne par rapport à l'inflation, puisque les fameux livrets, par définition, sont toujours inférieurs au taux d'inflation réel. Et c'est surtout ce partage de la richesse, et on n'est toujours pas revenu là-dessus, qui fait que les classes moyennes, qui assuraient la prospérité et la croissance des pays, a finalement été laminées. Et quand on a eu besoin de croissance que les salariés ne pouvaient pas apporter spontanément, n'ayant pas l'argent pour le faire, eh bien, on y a remédié en accroissant l'offre d'argent pour que ceux qui n'avaient pas assez pour subvenir à tous les besoins, logement, nourriture, etc., eh bien, trouvent quand même de la liquidité disponible sous forme de crédit, et c'est de l'argent qui coûte, naturellement. Voilà. Donc, non seulement le partage de la richesse n'est plus équitable, mais en plus de ça, ceux qui en manquent sont obligés de payer pour avoir cet argent et s'enfoncer finalement, non plus dans la spirale prix-salaire, mais dans la spirale de l'endettement. Cette spirale prix-salaire, j'ai peut-être manqué ça, c'est qui l'a acté, la spirale délétère? Ça a été le phénomène qu'on a constaté de 1974 jusqu'en 1981. Les prix de l'énergie ont été multipliés par 4, etc. Donc, les salariés demandaient que les salaires suivent le coût de la vie. Et ça a été le cas pendant 7 ans, jusqu'en 1981, où on a décidé d'avoir la peau de l'inflation en montant les taux de façon ultra brutale aux États-Unis. On a flirté avec les 20%. Donc, évidemment, vous n'empruntez pas à 20%. Aucun industriel n'emprunte à 20%. Aucun particulier ne va emprunter à 20% pour acheter une télé, une voiture ou un appartement. Donc, à un moment, pouf, on a littéralement gelé la demande. Et une fois que cette demande a été calmée, on s'est assuré qu'elle n'allait pas repartir comme une balle en modifiant le partage de la richesse. Voilà. Et depuis 40 ans, on vit dans ce mensonge permanent que grosso modo, les revenus resteraient un peu supérieurs au coût de la vie. Mais là, on a fait une douille extraordinaire. On a truqué, falsifié systématiquement le coût de la vie. Donc, en falsifiant le coût de la vie, on obtient des taux d'inflation qui sont aujourd'hui, n'ont aucun rapport avec ce que la vie coûte réellement aux ménages. Mais on leur dit, mais si, regardez, vos revenus, votre pouvoir d'achat a augmenté. Ce qui est évidemment un mensonge éhonté. Et la meilleure preuve, c'est que jusque dans les années 80, avec un seul salaire, un ouvrier spécialisé faisait vivre une famille, pouvait s'acheter une voiture et partir en vacances. Et aujourd'hui, avec 2 salaires, on n'arrive plus. Et souvent, les gens font des petits boulots complémentaires, travaillent le week-end pour engranger quelques centaines d'euros. Donc, on voit bien que le travail ne paie plus. C'est une évidence, mais c'est une évidence que tous les politiques et que tous les médias ne cessent de nier, alors que ça crève les yeux. Si j'ai bien compris, du coup, on a sacrifié les salaires de la classe moyenne pour préserver l'économie de l'inflation, tout en, à terme, se permettant de réémettre à nouveau de la monnaie, et donc du coup pour avoir le beurre et l'argent du beurre, mais en ayant sacrifié l'élément de croissance qui était la consommation de la classe moyenne. Oui, parce que je dis, c'est une escroquerie absolument merveilleuse. La classe moyenne, on ne cesse de la tenter à acheter de nouveaux smartphones ou la nouvelle télé ou s'offrir de belles vacances avec les 2 premiers mois, vous ne payez pas le crédit, etc. Vous paierez à la rentrée en revenant de vacances quand vous serez bronzé. Ce qui est merveilleux, c'est que la classe moyenne qui avait suffisamment avec son salaire pour s'offrir tout ce qu'elle souhaitait, aujourd'hui, cet argent lui est facturé. Et quand on pense qu'il y a un risque que la consommation aille un peu trop loin, il suffit de resserrer d'un seul coup le coût de l'argent. Aux États-Unis, par exemple, les personnes qui se servent de leur carte de crédit pour joindre les 2 bouts, l'argent leur est facturé 22%. 22%. Alors qu'un crédit à la consommation, il y a encore 7-8 mois, c'était 3%. Bon, quand vous facturez l'argent à 22%, il y a un moment forcément où l'emprunteur ne peut plus emprunter.
et donc il réduit de lui-même sa consommation. Et de ce fait, on arrive à réguler le taux d'inflation en contraignant les consommateurs à ne plus consommer, tout en faisant d'eux des esclaves de la dette. Pour juste revenir et terminer sur l'école de Vienne, et l'intervention de la Banque centrale, hein, parce que contrairement à ce qu'on peut-être croire, l'école de Vienne n'était pas pour un libéralisme totalement justement laissé au marché, puisqu'il s'agissait également de faire marcher les institutions internationales et le droit comme instrument pour protéger les marchés contre les effets des changements politiques, des turbulences de la démocratie. Il y avait aussi cette idée d'un libéralisme autoritaire. Est-ce que je me trompe? Alors, un libéralisme qui peut, au besoin, devenir autoritaire, mais on avait surtout une vision intransigeante sur les règles de fonctionnement du marché. Et donc, effectivement, ne laisser à personne le loisir de commencer à truquer un petit peu ou à s'arranger avec les règles. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ceux qui étaient chargés justement de la statue du commandeur, c'est le commandeur qui aujourd'hui est descendu à la cave et qui appuie frénétiquement sur le bouton qui fait marcher la planche à billets. Et ça, la planche à billets, c'est l'antithèse complète de ce que préconise évidemment l'école du Mont Pèlerin et les héritiers de Friedrich von Hayek. Évidemment, c'est une subversion totale. C'est-à-dire que ceux qui étaient chargés de faire respecter les règles sont ceux qui s'en sont affranchis avec le plus d'impudence, si j'ose dire. Merci Philippe pour ces éclaircissements qui sont importants et qui sont, je pense, justement, il y a une énorme confusion sur la notion de libéralisme aujourd'hui et plusieurs de ces termes affiliés comme le néolibéralisme, ultralibéralisme, etc. Donc c'est important d'essayer un peu d'éclaircir toutes ces notions. 3 000 milliards de dettes, c'est à peu près où on en est. C'est à peu près là où on en est, je pense. En France, oui. Oui, en France. C'est ça, hein, c'est-à-dire 1/10 de la dette américaine. Et 160 milliards de déficit de commerce extérieur. Oui, tout à fait, c'est un record historique. Hein, on est dans des records historiques. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez commenter un peu ces deux chiffres assez stratosphériques? Oui, on a des Mozart de la finance à la tête du pays, ce qui fait qu'on se retrouve avec le plus grand déficit budgétaire de l'histoire, hein, puisqu'on est au-delà de 5% de déficit. Donc, pour absorber ce déficit, il faudrait qu'on ait une croissance de 5%. Voilà. Si on n'a pas une croissance de 5%, il va falloir qu'on le finance, ce déficit. Et on a effectivement le plus grand déficit commercial de l'histoire, parce qu'on s'est mis à importer de l'énergie beaucoup plus chère, des pièces détachées plus chères, etc. Donc là, on est effectivement sur la pire combinaison de déficit de l'histoire du pays depuis l'après-guerre. Noah, tu veux poser une question? Non, j'ai déjà posé. D'accord. Est-ce qu'on peut peut-être passer aussi aux faillites des banques, SVB, Crédit Suisse? Bon, ça commence un tout petit peu à dater, mais qu'est-ce qui nous attend en termes d'éventuelles faillites bancaires aussi dans les mois qui viennent? On va d'abord commencer par saluer Crédit Suisse qui quitte la cote justement, qui quitte la cote aujourd'hui même. Voilà, donc c'est fini. Au revoir le Crédit Suisse. Bonjour UBS. Les faillites qu'on a observées aux États-Unis, on l'a compris, c'est que d'un seul coup, il y a un doute sur la soutenabilité des dettes contractées par certaines entreprises, pas toutes, mais il se trouve que là, les problèmes sont nés en Californie, avec SVB, Silicon Valley Bank, First Republic, qui est aussi un des plus grands financiers de la côte ouest américaine. Ce sont des banques qui finançaient des entreprises extrêmement gourmandes en capitaux. Je ne vois aucun mal là-dedans. C'est le jeu. Les entreprises qui essayent, qui ont besoin de brûler beaucoup de cash pour amener un nouveau modèle, le faire advenir, on sait qu'ils sont obligés de venir chercher de l'argent en permanence. Et pendant presque 14 ans, cet argent était quasiment gratuit. Depuis mars 2009, on se finance quasiment pour rien. Il y a eu une petite poussée de taux en 2018 qui a été rapidement abandonnée. On est revenu
à zéro, et puis on est resté à zéro bien sûr avec la crise du Covid, et les entreprises ont pu continuer d'emprunter sans que ça leur coûte, qu'il n'y ait aucune charge financière. Autrement dit, un service de la dette qui ne coûtait rien. La seule chose qu'il fallait faire, c'est finalement lever d'autres capitaux pour rembourser ceux qui avaient été empruntés précédemment. Et puis là, d'un seul coup, on se retrouve à devoir emprunter à 4, puis à 5. Et puis quand on a une notation pas top, parce que justement, on n'a encore jamais dégagé aucun bénéfice, on doit emprunter à 7, à 7,5. Quand vous empruntiez à 2,5 et qu'un an plus tard, vous empruntez à 7,5, vous comprenez qu'il y a quand même un problème si on ne voit pas votre rentabilité avant 2030. Donc ce qui était toléré ne l'est plus. Et toutes les banques qui finançaient des entreprises qui ont comme modèle de brûler beaucoup de cash se sont retrouvées avec des retraits parce que ce sont souvent les mêmes initiés qui empruntent, qui ont leur dépôt dans la banque. Donc, les clients de SVB, de First Republic et de Signature Bank sont les premiers à savoir qu'eux-mêmes sont en difficulté et que donc ils ne vont pas rembourser la banque et que la banque va avoir des problèmes. Donc, comme ils sont initiés, je peux vous dire que quand ils prennent leur argent et qu'ils le déplacent dans une banque dite systémique, ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'il y a un risque, 1, pour la banque, et 2, ce qu'on craignait, c'est que les dépôts ne soient pas garantis à plus de 250 000 $. Bon, il s'avère que finalement, la Fed et la FDIC ont décidé de tout garantir, même si vous avez 5 millions de dollars, 10 millions de dollars, vous êtes complètement garantis. Mais dans le doute, il y en a beaucoup qui ont commencé à laisser juste 250 000 $ et qui ont retiré tout ce qu'il y avait au-dessus. Et ces banques, d'un seul coup, ont vu leurs réserves fondre. Et quand vous n'avez pas de réserve, vous ne pouvez pas prêter. Donc, si vous ne pouvez pas prêter, vous condamnez à mort l'entreprise qui va venir toquer à la porte en disant « Oh là là, j'ai besoin de cash là tout de suite parce que là, il y a urgence. » Non, mais je ne peux plus prêter, j'ai plus de fonds propres. Donc voilà, c'est un petit peu la spirale. Et on était là-dedans, donc ça aurait pu très très mal se terminer. Bon, la Fed et les autres banques centrales ont bien réagi, c'est-à-dire en s'accommodant justement de toutes les règles du jeu. Quand je vous disais tout à l'heure que ce sont les gardiens du temple qui sont les premiers à afficher en l'air tout ce qu'il y a dedans, c'est la vérité. Il y avait des règles qui étaient que les banques sont responsables de l'argent qu'elles prêtent, et si elles ont fait des conneries, il faut qu'elles les assument. Et puis, à un moment, c'est le client qui est à risque, parce que ces dépôts, c'est les fonds propres de la banque. Si la banque a besoin de fonds propres, elle va venir peut-être se servir dans les dépôts. Et donc, c'est la Banque centrale qui a décidé que l'on allait abolir justement cette règle. Et au nom de situations exceptionnelles, les banques centrales, petit à petit, ont aboli toutes les fameuses règles qui étaient inhérentes au modèle libéral contrôlé de l'école autrichienne. Alors, vous dites les règles du jeu s'adaptent tout le temps, mais ça implique quoi? Parce que finalement, ça sert les intérêts. Non, elles ne s'adaptent pas. On les subvertit. Oui. Au nom de la nécessité. C'est-à-dire que la nécessité, c'est ne pas devoir dire, et c'est peut-être Joe Biden qui arrive un soir en disant « Chers compatriotes, vous qui avez de l'argent dans les banques régionales, sachez que malheureusement, elles sont en train de collapser et que malheureusement, l'État ne peut pas s'arranger avec les règles que nous devons respecter pour rester crédibles, et donc vous avez tout perdu. » Voilà, c'est un message qu'on ne peut pas venir délivrer parce que c'est suicidaire politiquement, puis c'est suicidaire évidemment économiquement, parce que là c'est le crack systémique, parce que toutes les banques se refinancent les unes auprès des autres. Si on a une qui va au tapis, toutes les autres se disent tiens, d'un seul coup ma contrepartie a disparu, j'ai pris par exemple des assurances auprès de la banque XYZ, si cette banque est au tapis, ma couverture ne vaut plus rien, puisque ils me couvraient, je les couvrais, et tout le monde se couvre. En fait, c'est ça le truc, c'est la dissémination du risque par le biais des couvertures réciproques entre divers acteurs du marché. Donc si vous avez un qui disparaît, comme Lehman en septembre 2008, d'un seul coup, vous vous retrouvez avec un système financier qui peut s'effondrer comme un château de cartes en une nuit. Vous parliez tout à l'heure de spirale infernale. Et justement, pour résumer un peu la situation, on n'est pas justement dans une de ces spirales avec la nécessité de toujours garantir le flux de création d'argent pour subventionner et alimenter les banques qui s'entre-alimentent, mais au prix de l'inflation, ou alors, si jamais on arrête le flux d'argent,
on stoppe potentiellement l'inflation, ou du moins à la ralentit, mais les banques risquent l'effondrement et une partie de l'économie avec. Oui, le sujet est vaste. Alors, je vais essayer d'introduire quelques notions qui vont permettre de comprendre à quel point la situation est devenue explosive. Le crédit permet ce qu'on appelle le levier. Alors, le plus simple, c'est le levier immobilier. Vous empruntez, vous avez un locataire qui vous rembourse et vous avez pu lever de l'argent auprès de votre banquier contre une promesse de rendement qui assure la couverture du crédit. Et puis, on a créé des dérivés sur justement les instruments obligataires et notamment les crédits hypothécaires. Donc ça a été les subprimes, vous savez ce qu'il en est advenu en 2008. Il y a des dérivés également sur les matières premières. Pareil, on a du levier, on se couvre contre une hausse ou contre une baisse selon qu'on est producteur ou consommateur. Donc on se couvre contre la hausse du dollar quand on est industriel et contre la baisse du dollar si on est producteur, etc. Et il y a des montagnes de dérivés. Et l'encours des dérivés, c'est-à-dire des couvertures. Et puis on finit par couvrir sa propre couverture. Et puis on couvre des stratégies complexes de couverture. Et on aboutit aujourd'hui pour une économie réelle c'est très facile, c'est 100 000 milliards de dollars chaque année. Enfin, actuellement, le PIB planétaire, c'est 100 000 milliards de dollars, c'est assez simple. Et nous avons, qui tourne autour de la planète, nous avons une espèce de nuage de 2 millions de milliards de dérivés. Donc c'est pour vous dire, partant d'un système basé sur le crédit, on a démultiplié le crédit jusqu'à aboutir à des encours de 2 millions de milliards, mais tout ça étant parfaitement équilibré, ça se compense au cent près, et le risque est parfaitement ajusté. Sauf si un participant va au tapis et qu'il ne remplit plus son rôle de garantie, de contrepartie ou d'assureur. C'est ce qu'on avait vu avec Lehman. Donc, on arrive à un point, on ne sait pas en théorie quel est le point de rupture de l'effet de levier à partir du crédit. On ne sait pas. On ne sait pas. On constate qu'on est arrivé à un point, mais quelle est la limite théorique de l'effet multiplicateur du crédit? En fait, on n'en sait rien. On le saura le jour où ça craque. Peut-être pour nos auditeurs qui sont moins familiers avec ces questions, est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire, nous vulgariser aussi qu'est-ce que représente le marché obligataire par rapport au marché des actions, sachant que aujourd'hui, visiblement, c'est le marché des actions qui est plus, enfin j'utilise la bonne expression, qui est plus favorisé, et le marché obligataire concerne davantage les classes moyennes, les assurances-vie, les livrets A. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça. Le livret A est adossé à des émissions obligataires avec la garantie de l'État qui s'appelle des OAT. La plupart des parts que vous détenez au travers d'un contrat d'assurance vie, on dit que vous êtes en monétaire, en fait, vous détenez majoritairement des émissions souveraines émises et garanties par les États. Quand vous prenez ce qu'on appelle des fonds obligataires dynamiques, là, ça veut dire que derrière, vous allez simplement avoir des émissions obligataires d'entreprises. Il y en a de très très belles, hein, vous les connaissez toutes, Air Liquide, L'Oréal, LVMH, voilà. Vous avez de très très belles signatures. On peut mettre ça dans un fonds obligataire. Il va y avoir un petit surcroît de rémunération par rapport à l'OAT qui est par essence le placement sans risque. Et puis après ça, vous pouvez choisir des fonds obligataires encore plus dynamiques, c'est-à-dire exposés sur des entreprises dont le business model n'est pas encore complètement assis, comme je ne sais pas, un Total Energy ou un L'Oréal. Et vous êtes sur des entreprises qui vont payer un petit peu plus cher leurs créanciers pour obtenir de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est l'échelle des risques entre le risque zéro, l'OAT, le Bund en Allemagne, le T-Bond aux États-Unis, le BTP en Italie, etc. Ensuite, vous avez les émissions corporate, les émissions
obligataires de grandes entreprises qui sont au CAC 40 ou SBF 120, qui sont assises, qui ont un historique de notation, de décennies, etc., et un historique de bénéfices récurrents comme Air Liquide depuis 50 ans. Et puis vous avez un autre compartiment plus risqué. En fait, c'est à chacun de choisir en fait le risque. On ne sort pas évidemment de ce principe cardinal du couple rendement-risque. Peu de risque, peu de rendement, plus de risque, plus de rendement. Et c'est là que les banques centrales sont intervenues et ont faussé le jeu, c'est-à-dire que les banques centrales, en ramenant le coût de l'argent à zéro, ont fait qu'il n'y avait pas plus de rémunération du risque pour une OAT que pour une entreprise ayant une notation proche de B, voire pire. Et à partir du moment où tout se vaut, le jeu est complètement faussé. Et c'est un encouragement, bien sûr, pour des entreprises à faire un peu n'importe quoi et à user de l'effet de levier du crédit sans limite, puisque ce crédit ne coûte rien. Donc, si j'ose dire, les grosses bêtises ne coûtent rien. On a sacrifié en quelque sorte la réalité, enfin une certaine réalité de l'économie, au nom de la santé globale de cette économie. Je pense que on a surtout sacrifié l'économie pour s'assurer que les économies de ceux qui en ont beaucoup, et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, c'est-à-dire dans le haut de la pyramide, vous avez 1% d'épargnants qui détiennent plus de 50% de tous les actifs financiers. Il est évident que les banques centrales semblent se préoccuper davantage des intérêts de ces 1% que des 99 autres pourcents. Il se trouve que souvent, les membres de la Banque centrale et ceux qui sont à la tête de ces grandes entreprises ou à la tête des ministères, etc., souvent ils sortent des mêmes écoles. C'est des gens qui se connaissent bien. Alors que le petit épargnant de l'Ohio ou de l'Ardèche, on va dire qu'on ne le connaît pas bien. On ne connaît pas bien non plus ses récriminations, on ne les entend pas. Alors que quand un patron d'une boîte américaine qui pèse 1000 ou 2000 milliards de dollars, quand ce patron vous dit là en ce moment votre politique monétaire ne va pas bien, il est entendu. Quand c'est l'épargnant qui voit l'argent qu'il a péniblement réussi à mettre de côté perdre de la valeur, celui-là, s'il proteste, ma foi, ça reste relativement silencieux ou anodin, pour les oreilles d'un banquier central. Je vois un petit peu les choses comme ça. On va parler un peu réindustrialisation. Ça vous va? Je voulais vous faire réagir. Parlons-en. Je voulais vous faire réagir sur deux sujets, donc sur le plan Bayrou qu'on attend, ce fameux plan, comment il appelait ça? D'ailleurs, je ne me souviens plus le nom précis, mais enfin le plan de Monsieur Bayrou, et sur ce fameux salon qui a eu lieu, je crois, mi-mai, Choose France, qui a capté pas mal d'investissements étrangers. Alors, est-ce qu'on commence peut-être par le plan Bayrou? Si vous voulez, oui, effectivement, on l'attend toujours, et en même temps, il a déjà été produit quelques centaines de pages. Pour l'instant, n'ont pas eu un gros retentissement, semble-t-il. Enfin, ils vont pouvoir continuer de travailler. Ils sont dans un très très bel hôtel particulier. Il y a toute une équipe, des bons cuisiniers. Donc, je ne doute pas qu'à un moment, ils vont nous sortir un plan absolument merveilleux. C'est peut-être dommage qu'il ne soit pas sorti un petit peu avant que les prix de l'énergie se soient mis à flamber ou que l'économie ait commencé à se démondialiser. Je m'explique. La réindustrialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on revient un petit peu sur un processus de délocalisation de notre production industrielle depuis 25-30 ans. C'est beaucoup accéléré depuis 2002 avec l'admission de la Chine dans l'OMC. Donc on a beaucoup délocalisé de la production qu'on considérait comme pas à haute valeur ajoutée, et on se disait, nous on va se garder la matière grise, la créativité, la stratégie. On va développer des usines sans salariés. Vous voyez, c'était le fantasme de Serge Tchourouk, patron d'Alcatel. Donc des usines sans salariés, c'est exactement ce qu'on a fait. 40% des véhicules dans lesquels les Français circulaient il y a 25 ans étaient produits sur le sol français.
Aujourd'hui, il en reste 16,5. Et je vous annonce que il y a 17% de Français qui roulent dans des voitures fabriquées en Espagne, contre 16,5 fabriquées en France. Et si vous prenez la Tchéquie et la Slovaquie, vous les réunissez, vous êtes à ce moment-là au-delà de 17%. Et les voitures allemandes, là-dedans ? Les voitures allemandes, toutes les pièces détachées sont fabriquées en Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, etc. Donc il n'y a pas de souci. Donc les voitures allemandes, elles sont aussi produites en grande partie hors des frontières allemandes. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles restent relativement compétitives. Donc, réindustrialiser, ça voudrait dire quoi? Qu'on fait revenir Valeo, Plasticomium ou Forestia de Chine ou de Turquie? Je ne sais pas. Enfin, on peut essayer. Alors ça, c'est possible par exemple, si l'énergie en Allemagne, en France, coûte moins cher qu'en Chine. C'est pas démontré. Bon, à un moment, on avait un gaz qui était vraiment pas cher. On arrivait à produire du kilowattheure en dessous de 15 €. Ça permettait quand même de faire pas mal de choses. Donc, on pouvait éventuellement réindustrialiser un petit peu si tant est que des entreprises ou des multinationales décidaient de rapatrier un petit peu d'activité de la Chine vers l'Europe. C'était un bon plan, ça. Ouais, mais le problème, c'est que dans ce coup, l'énergie s'est mise à coûter 4 fois plus cher. Et puis, on avait aussi, nous, en France, de l'énergie pas chère du tout, produite par EDF et nos centrales nucléaires. Et puis, on est allé se coller un nouveau mécanisme de fixation des prix de l'énergie qui fait que du kilowatt produit à 42 ou 46 €, à un moment, c'était racheté par EDF à ses propres concurrents pour 350 ou 400 €. C'est à ses propres concurrents, c'est-à-dire... C'est assez singulier. Comment ? Quand vous dites les concurrents, vous parlez de qui exactement? Alors, ce sont des concurrents qui sont sortis ex nihilo du cerveau, je dirais pas malade, enfin quand même, ça y ressemble, de commissions européennes qui se sont dit, ah ben non, le monopole d'EDF, c'est pas bien. D'abord, un monopole, c'est pas bien. Donc, il faut des concurrents. Eh ben, on va les créer, les concurrents, puisque personne ne peut concurrencer EDF. Bon, il y a peut-être Engie qui a 2 centrales nucléaires, mais enfin, il n'y a personne aujourd'hui qui construit des centrales nucléaires, qui a des barrages, qui a des usines qui produisent de l'énergie au gaz. Donc, en fait, on a créé des concurrents qui allaient être simplement des traders de kilowatts qui n'ont rien, qui n'ont pas d'usine, pas de barrage, pas de réacteur, pas de ligne de haute tension, rien. C'est des espèces de passagers clandestins à qui on donne le droit d'acheter des paquets de billets et de les revendre aux passagers. Alors que eux, ils n'ont pas de train, ils n'ont pas de rail, ils n'ont rien. Vous voyez un petit peu le truc, la dinguerie de la chose? Donc, on a créé, je ne sais pas, aujourd'hui en Europe, on doit être à 60 ou 80 faux concurrents, mais énergéticiens, qui vous vendent du courant, mais qui n'en produisent pas. Et qui achètent le courant quand ils le trouvent pas cher et qui pensent qu'ils peuvent le revendre plus cher, alors que EDF, vous fournissez du courant, quelle que soit l'heure du jour, quelle que soit la saison, quel que soit le moment de l'année, ils vous le vendaient à 46 €. Là, vous avez des traders qui vous disent « Ah non, non, ça m'intéresse pas parce que là, je vais pas pouvoir le vendre plus cher que je l'ai acheté, donc ça m'intéresse pas, vous m'oubliez, je reviendrai quand je ferai une marge. » Mais ça, c'est par pure idéologie. Il s'agissait de casser un monopole national, de libéraliser. Donc, voilà. Donc, on a, entre guillemets, libéralisé, avec l'idée que la concurrence fait baisser les prix, alors que par le biais des mécanismes qu'on a créés, on est arrivé à une explosion du prix de l'énergie, puisque la référence pour fixer le prix du kilowatt, c'était plus le kilowatt produit par une centrale nucléaire, et je répète, ce kilowatt, il est produit à un prix constant, quel que soit le jour de l'année, l'heure du jour ou de la nuit. Là, on a arrimé, ou on a lié la fixation du prix du kilowatt au gaz, qui est par essence extrêmement volatile. Le gaz, je peux vous assurer, si des gens ont la curiosité d'aller regarder les graphiques, le gaz, il peut passer de 40 € le kilowatt produit à 2 €, voire 0 € dans la même journée. Mais là-dedans, il y avait aussi cette histoire d'alignement sur le prix du gaz allemand. Du gaz en général. Du gaz, la référence, c'est le gaz, il arrive comme le pétrole, il arrive à Rotterdam, et c'est à Rotterdam qui est le marché à terme. Mais globalement, la référence, effectivement, c'était plutôt le prix du gaz russe qui arrivait par Nord Stream
et qui aurait dû sortir par Nord Stream 2 encore moins cher. Donc effectivement, les Allemands auraient pu avoir durablement un prix du gaz très inférieur au prix du kilowatt produit par nos centrales nucléaires. Et c'est pour ça que les Allemands voulaient ça, en fait. Ils voulaient une référence qui les arrange. Voilà. Nous, ça ne nous arrangeait pas du tout. Mais c'est pas grave. Et le discours que nous tenaient les Allemands, c'est, vu que maintenant on va avoir du gaz russe pas cher, on va vous acheter évidemment moins de kilowatts produits au nucléaire. Donc, à vous de voir. Est-ce que vous maintenez vos 54 réacteurs ou vous en fermez quelques-uns? Débrouillez-vous. Nous, on a notre kilowatt à 15 euros en moyenne et ça nous va très bien. Effectivement, en Europe, en France, on s'est dit, effectivement, l'Europe va être alimentée en gaz russe. Donc, à quoi bon remettre en état nos centrales, vu qu'on va faire une baisse de la demande européenne. Donc, on a commencé à moins entretenir nos centrales. Et de toute façon, les écologistes avaient dealé avec les futurs dirigeants européens qu'ils auraient leur soutien si on arrêtait les centrales nucléaires, ce qui a été fait en Allemagne. Et en France, c'est pareil. On est parti sur l'idée qu'on allait d'abord fermer Fessenheim, et puis qu'à l'horizon 2035, on aurait fermé 15 ou 20 réacteurs. Donc finalement, quand il y en avait un qui tombait un peu en panne, on se disait, de toute façon, c'est pas la peine de le réparer, parce que de toute façon, dans 10 ans, il est arrêté, on va pas faire des frais. Oui, et on l'a fait pour des raisons strictement électoralistes. Il faut rappeler ça. L'arrêt des centrales nucléaires, c'est absolument des raisons électoralistes de base, de tambouille politique. Ça n'avait aucun sens économique, encore moins de sens écologique, parce que brûler du gaz, quand même, à ma connaissance, ça dégage un peu plus, pas seulement de CO2, mais de tas d'autres composés à effet de serre. C'est beaucoup plus polluant que le nucléaire. Le nucléaire, il y a cette histoire des déchets, alors c'est sûr que c'est un sujet. Alors l'histoire des déchets, alors là je me régale, parce que à l'époque j'ai lu les articles qui sont sortis, et je les ai relus parce qu'il y a des gens qui sur Internet ont la mémoire longue, ou en tout cas qui savent bien rechercher, et c'est merveilleux. On s'aperçoit que ces fameux articles expliquant que les déchets nucléaires c'était extrêmement dangereux, et qu'on les enterrerait jamais assez profond et que ça risquait un jour de nous péter la figure, c'était totalement faux scientifiquement. Quand on met des déchets nucléaires dans un conteneur, vous passez qu'un compteur GGR à côté, c'est à peine si ça déplace la radioactivité d'une roche un peu radioactive, le granit breton par exemple. Donc il n'y avait pas de problème de dégagement de radioactivité. Le verre dans lequel on met les déchets, c'est un cycle de vie de millions d'années, donc pas de problème non plus pour des produits radioactifs qui se décomposent en 40 000 ans. Donc on a eu une prolifération d'articles scientifiquement faux, où on expliquait également que de creuser des aires de stockage souterrains, attention s'il y a jamais il y avait un séisme majeur, etc., ça risquait d'être l'apocalypse. Et en fait, on s'est aperçu que tout ça était financé par des ONG, généreusement subventionnées par le lobby anti-nucléaire. En fait, on a eu beaucoup de ce genre d'articles bidons, et qui n'ont pas été fact-checkés à l'époque. On a fait preuve, je dirais, d'une certaine légèreté par rapport à des trucs complètement fallacieux qu'on pouvait débunker, dont on pouvait démontrer l'inexactitude, voire le caractère totalement mensonger. On ne l'a pas fait. La source des études, c'est quand même la base, oui, mais c'est vrai qu'on le... Oui, c'est des études complètement biaisées. Et on a eu ça pendant le Covid aussi, des déferlements d'études complètement biaisées. Mark Zuckerberg, d'ailleurs, est le premier à reconnaître aujourd'hui qu'il a fait censurer des articles scientifiques qui étaient parfaitement exacts et qu'il a laissé passer des articles complètement frelatés sur les origines du Covid, sur la mortalité du Covid, sur l'efficacité du remdesivir et autres saloperies qui avaient démontré leur inefficacité d'ailleurs sur toute autre forme de virus au cours des décennies précédentes. Les médias ont relayé tout ça, ça n'a jamais été justement débunké, je ne sais pas où étaient les fact-checkers, peut-être à une fête chez Marianne, j'en sais rien. Ça n'a jamais été débunké. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Comment se fait-il que depuis 30 ans, des choses aussi faciles à démasquer ne le sont pas? Mais même quand elles le sont, il y avait, pour le Covid, on y reviendra sur un autre niveau. Il y a forcément une complicité objective de politique. Il y en a que ça arrange que ce genre d'article sorte.
Mais même quand il y a des études à peu près sérieuses et des faits, ils ne sont pas non plus lisibles à certains moments. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour entendre les choses et il y a un moment pour ne pas les entendre. Et là, sur le Covid, c'est toujours le cas. Peut-être ça va. Oui, c'est le cas sur le Covid, et puis maintenant, sur d'autres sujets. Maintenant, on a le CO2. On a le CO2 qui, justement, justifie ce gigantesque effort de transition énergétique, de refondation du concept d'industrie, hein, parce que l'industrie fonctionnera forcément maintenant avec des énergies vertes, sauf que ces énergies vertes, pour les produire, on a besoin de métaux qui proviennent tous pratiquement de Chine. Pour fabriquer des batteries, on a besoin de cathodes, 90% sont importés de Chine, on n'en fabrique pas. La fameuse méga usine d'assemblage de Dunkerque, usine de batterie, c'est en fait une usine d'assemblage de composants qui viennent de Chine ou d'autres pays. Donc, on va se lancer dans une transition énergétique alors qu'on n'a aucun des matériaux pour la mener à bien, et qu'en plus de ça, pour fabriquer des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, etc., on a besoin d'énergie, et cette énergie, depuis 1 an et 3 mois, nous coûte maintenant au moins 50% plus cher qu'avant. Oui, on va être très dépendant, puisque les terres rares sont pour 1/3 en Chine, je crois, et les métaux sont dans les mines en Afrique, souvent prises d'assaut par des désordres mafieux. Hein, ça aussi, c'est un sujet, puisque au Congo notamment, je crois qu'il y a en ce moment autour des mines, je ne sais pas de quel métal, mais en tout cas des bandes mafieuses qui... C'est le cobalt. C'est le cobalt, c'est ça. Voilà. Et il y a eu d'ailleurs un magnifique discours, je ne sais pas s'il date d'aujourd'hui ou d'hier, du président du Congo, qui dit que la production, lui, n'a même pas la main dessus, c'est aux mains de mafia, que les enfants, effectivement, sont très très largement mis à contribution, dans des conditions d'hygiène et de sécurité qui sont totalement inexistantes, pour dire les choses, et que chaque fois que... C'est le président donc, du Congo qui l'a dit, réfléchissez, à chaque fois que vous allumez votre smartphone, il y a là-dedans quelque chose qui a été extrait par un enfant. Et la politique, la situation est telle dans ces pays-là que le gouvernement n'a même pas le contrôle sur les groupes qui eux, sont les propriétaires et les exploitants des gisements. Quant à la Chine, vous avez raison, peut-être qu'1/3 seulement des terres rares sont extraites du sol chinois, mais 90% des terres rares sont raffinées là-bas. Et je rappelle qu'en France, nous avions la première usine de raffinage de terres rares jusqu'à la fin des années 90, à La Rochelle, et nos chers amis écologistes ont dit ça, c'est vraiment un truc, il faut s'en débarrasser à tout prix. Raffiner les terres rares, c'est pas beau, ça pollue. Et on les a écoutés. Et donc, en Californie, ils avaient aussi une usine de raffinage, pas très très loin d'ailleurs du parc du Yosemite. Et cette usine a été également fermée pour les mêmes raisons. C'était polluant. Donc la Chine a absolument tout raflé parce qu'elle s'en fichait un petit peu de polluer. Voilà. Donc aujourd'hui, la Chine a le monopole de la production, alors que si les choses avaient fonctionné un peu dans le sens qui nous irait bien dans l'histoire, la France aurait peut-être aujourd'hui la première usine de raffinage de terres rares en Europe. Peut-être qu'il y en a d'autres qui seraient apparus, je ne sais pas, en Allemagne, en Pologne, peu importe. Mais en France, on était bien parti. Et puis on n'est pas arrivé. Mais ça, c'est l'angle noir justement de la transition énergétique. C'est le fait qu'on ne produise absolument aucun des composants dont on a besoin, ou pratiquement pas, et que pour des raisons écologiques, on préfère que ce soit aussi... on construit, on ne produit, je veux dire, pardon. Et on préfère que ce soit fait à l'extérieur d'Europe, hors Europe, mais à la limite, le problème écologique ne fait que se déplacer. Et ça dérange pas grand monde non plus. Ah, mais c'est même mieux que ça. Aujourd'hui, j'ai vu... c'est-à-dire, j'ai une obsession contre les pauvres écologistes, ça n'empêche que ce sont eux aujourd'hui qui se sont vantés dans les hautes instances européennes, nous expliquant que l'Europe avait réduit de 2,3% ses émissions de CO2 en 1 an. Non, mais c'est juste que, par exemple, pratiquement toutes les usines chimiques en Allemagne sont à l'arrêt. Et puis, les usines qui fabriquaient des engrais aussi, les engrais phosphatés qui étaient un dérivé du gaz, on en produit quasiment plus sur le sol européen. Mais c'est sûr que délocaliser aide à la production de CO2. Donc là, comme on a arrêté des usines, du coup, on produit moins de CO2. Et on nous présente ça comme si l'Europe avait fait un effort de décarbonation, alors qu'en fait, on s'est tiré une balle dans le pied, dans le genou, et qu'on n'est plus capable, effectivement, de faire tourner des usines qui produisent des engrais, qui produisent des composés chimiques, du plastique, etc. Voilà, donc on a baissé nos émissions. Pourquoi ?
Parce que maintenant, ce qu'on produit plus en Europe, notamment les engrais, on les importe d'autres pays qui, eux, se fichent un peu de l'écologie. Voilà, c'est une illustration presque en temps réel de l'imposture permanente dans laquelle nous vivons, où on nous explique triomphalement, donc on a baissé nos émissions, alors que c'est juste qu'on a arrêté de faire tourner les usines. On devrait le déplorer. Vous êtes bien méchant quand même, je trouve. Hein. Vous demandez à ces pauvres écologistes de faire preuve d'un peu d'intelligence et, on va dire, d'avoir un peu d'intérêt pour justement l'intérêt national. C'est quand même beaucoup. Mais l'intérêt des écologistes, c'est de toucher les subventions. Donc les écologistes, excusez-moi, mais ils sont à vendre au lobby le plus offrant. Alors, vous êtes mais le problème, c'est langue. que les partis écologistes ne sont pas écologistes en réalité. Ils sont éventuellement idéologues, mais ils ne sont pas écologistes. C'est une vraie question qu'on va poser. Ils sont idéologues, et je le répète, ils sont vendus au plus offrant. Voilà. Ils existent parce qu'ils touchent des subventions et que ça permet de financer de la visibilité, d'avoir des députés en Allemagne, à Bruxelles, etc. Voilà comment ça fonctionne. Enfin, les écologistes, vous les entendez aujourd'hui dire finalement que le nucléaire finalement c'est peut-être pas si mal. C'est peut-être mieux quand même que les centrales au charbon qu'on a remis en route depuis 1 an. Non mais c'est hallucinant. Les éoliennes, d'accord, ça va produire de l'énergie dite décarbonée. Mais quelle est la trace carbone d'une éolienne quand on a mis au pied du mât de 80 ou de 100 mètres entre 800 et 1200 tonnes de béton? Rappelons que le béton, ça contient du ciment, et que le ciment, pour le produire, il faut brûler du calcaire, et que ça consomme des kilotonnes de carbone pour obtenir le ciment. Et ensuite, les mâts, les pales, sont pas fabriqués en Europe, donc on les importe de Chine majoritairement. Donc il y a du transport, ça passe dans des gros bateaux qui dégagent une pollution absolument monumentale. Ensuite, les pales, on les met sur des gros camions, des convois exceptionnels, parce que ça se transporte pas comme ça, une pale de 30 ou de 50 mètres. Donc c'est juste des quantités de carbone également énormes pour le transport. Ensuite, quand on construit ou qu'on aligne des éoliennes sur le sommet d'une colline, faut construire une route qui mène au sommet de la colline. Puis après ça, faut amener des milliers de camions bobines qui vont déverser le ciment, le béton, pour pouvoir fixer le mât de l'éolienne. Est-ce qu'on s'est interrogé sur le coût carbone d'une éolienne? Je pense, peut-être que je serai démenti, qu'on va m'insulter, mais je pense qu'il faut bien 20 ans pour amortir le coût carbone de la fabrication d'une éolienne. Et l'état des terres aussi, l'artificialisation des sols que ça implique, je ne me rends pas bien compte, mais enfin 1000 tonnes de béton sur chaque éolienne, ça a forcément des conséquences désastreuses pour les terres. Enfin, ça prend beaucoup d'espace de terre, peut-être de terre agricole, j'en sais rien. Enfin, je vais aller plus loin. Il y a effectivement des champs d'éoliennes qui sont posés au milieu de champs. On en voit dans la Beauce, on en voit dans la Brie, on en voit dans la plaine de Saône, etc. Oui, c'est bâti en plein champ. Alors, moi, je dirais que il va pas falloir essayer de disloquer les 1800 ou les 1000 tonnes de béton qui est au pied de chaque éolienne. Vaut mieux qu'on les laisse en place, qu'on rajoute 2 mètres de terre par-dessus et que ça reste cultivable. C'est ce que je veux dire. Parce que si, après ça, il faut qu'on calcule combien ça va coûter de broyer, de disloquer tous ces blocs de béton, on n'est pas sorti. Mais là, quand je vous parle de 1000 tonnes de béton, je vous ai encore rien dit. Parce qu'une éolienne en mer, c'est pas 1000 tonnes de béton. C'est entre 25 et 30 000 par éolienne. Et ils sont obligés aussi d'attendrir le sol avec un liquide, une huile particulière qui est pour la flore maritime une catastrophe, je crois, également. Oui, parce qu'il faut effectivement que le pilier de l'éolienne se stabilise et prenne sa place, effectivement. Et les fonds ont quand même été étudiés, mais c'est bien si l'éolienne peut effectivement s'enfoncer légèrement et se stabiliser. Voilà. Non, mais imaginez 25 à 30 000 tonnes de béton que ça représente comme trace carbone. Je dis seulement, mais qu'on y réfléchisse 2 secondes. Mais justement, Flavie, tu soulignais avec l'impact sur la faune marine, mais il n'y a pas que les éoliennes en mer qui ont un impact sur la faune locale. Ne serait-ce que les exemples qu'on a d'éoliennes qui sont responsables de la mort d'oiseaux, ça a tout de même un impact sur des populations animales locales.
Ouais, bon, ça, je dirais que là, on commence à Mais regarder. après, oui, tout a un impact à un moment Oui. donné. Non, mais, Il est plus ou moins, non, mais catastrophique. comptez malheureusement le nombre d'oiseaux morts sur le bord d'une autoroute. Bon, je pense pas que les éoliennes provoquent une hécatombe d'oiseaux pire que les autoroutes. Voilà. Bon, c'est malheureux, effectivement. Il y a forcément des oiseaux qui sont assommés ou qui s'assomment en passant près des éoliennes, mais je pense que ça reste un phénomène relativement marginal. Faut rester sur les choses principales, c'est-à-dire destruction du milieu marin par des énormes masses, des sols dans lesquels on a mis des centaines de tonnes, et je pense que le mieux c'est qu'on les y laisse, euh, et le fait que pour l'instant on ne les fabrique pas nous-mêmes, on ne fabrique pratiquement rien d'une éolienne. L'alternateur, il est fabriqué en Chine, il est bourré de métaux qui sont raffinés en Chine, donc ça ne crée pas énormément d'emplois en Europe. De même pour les panneaux photovoltaïques, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de composants que nous fabriquons non plus. Alors, si on fabrique les berceaux, les armatures sur lesquelles on pose les panneaux photovoltaïques, mais les cellules qui captent et qui transforment l'énergie solaire, non, ça vient de Chine. C'est vrai. Donc là encore, qu'est-ce qu'on fait quand on recouvre un champ de panneaux photovoltaïques? C'est quand même un champ qui est plus cultivable. Enfin, je ne sais pas. Hein. Et je me demande jusqu'à quel point ces champs recouverts ne perturbent pas aussi la faune et la flore. Je ne suis pas assez spécialiste. Mais enfin, je dirais que, vu des airs, j'ai vu les plus grands champs d'éoliennes au monde et de panneaux photovoltaïques en Chine, dans le Xinjiang. Là, je dirais que ça ne gêne rien parce qu'il n'y a pas de faune. Mais chez nous, quand même, on a une emprise sur la nature. Ou par exemple, là, j'ai entendu parler de champs de panneaux qui vont être construits à la place, tiens, curieux hasard, de zones forestières qui ont brûlé. Bon. Alors, effectivement, ça va aller plus vite de construire des panneaux photovoltaïques que de laisser repousser les arbres. C'est un vrai sujet, les forêts qui brûlent, et justement aussi la dépossession de nos forêts. On en vend beaucoup, en Chine notamment. Enfin, il y a aussi un vrai sujet avec le bois, mais on n'a peut-être pas le temps de tout aborder aujourd'hui. En tout cas, je vous confirme que les Chinois achètent du bois français, achètent notre lin aussi. On produit du lin de très très bonne qualité, et l'essentiel est acheté par les Chinois après être passé entre les mains de traders belges. C'est vrai que si on faisait le compte de tout ce qui part de France pour la Chine, il n'y a pas que des sacs Vuitton et des foulards Hermès. On va peut-être passer à la question de l'énergie dans ce contexte géopolitique spécifique. Mais alors, avant d'y revenir, je souhaiterais qu'on termine sur ce fameux plan Bayrou. Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire? Qui va financer? J'ai envie de vous demander. J'ai entendu parler de 200 milliards de coûts. Oui, c'est des estimations. Pour l'instant, on n'a rien hein, de piloter le particulier là, où Bayrou et ses équipes travaillent. Donc, ce sont effectivement des estimations. On se dit qu'il faudrait au moins ça pour mener la transition énergétique à bien. C'est une estimation. Ces 200 milliards, on ne les a pas naturellement, puisqu'on est obligé de faire travailler les Français 2 ans de plus pour économiser, paraît-il, entre 10 et 15 milliards. Donc, si on ne les a pas, il va falloir qu'on les emprunte. Voilà. Donc, faisons confiance aux créanciers de la France. Alors, on a des acheteurs naturels pour les OAT que le gouvernement pourrait émettre. Hein. Ce sont nos grandes banques, nos compagnies d'assurance, et puis hors de nos frontières, BlackRock, Vanguard, Fidelity, vous voyez. Si ces gens-là souscrivent, on est bon. Bon, sans commentaire. On va donc rapidement commenter ce fameux salon Choose France qui a donc eu lieu mi-mai à peu près à Versailles, dans un grand déploiement de pompes. Alors, il y a 13 milliards d'euros d'investissements étrangers, 28 implantations ont été présentées par le président de la République. Il y a des investissements taïwanais, chinois, américains et européens pour moitié seulement. Alors, les chiffres des emplois prévus varient entre 4 000 et 8 000, c'est pas très clair. Et de quoi s'agit-il? Principalement de batteries, de panneaux solaires, de câbles, et on parle de nucléaire aussi. Alors ça, c'est pas très clair. Bon. Alors,
Oui. Pour moi, c'est certainement la partie la plus prometteuse des annonces. Parce qu'une centrale nucléaire, même si on produit des petits réacteurs, hein, pas des EPR à 10 milliards, mais on peut produire plus petits, c'est quand même de l'ordre de 1,5 milliard à 2 milliards l'unité. Alors que du câble, ma foi, pour relier les éoliennes offshore au continent, bon, ça va aller chercher quelques centaines de tonnes de cuivre. C'est pas avec ça qu'on va créer 10 000 emplois, hein, entre nous. J'ai pas l'impression qu'il y a énormément, oui, d'emplois. Enfin, même 8 000, c'est pas spectaculaire. Non. non. Mais je suis d'ailleurs très heureux que la préparation des Jeux Olympiques fait qu'aujourd'hui, le secteur de la construction, tout ce qui est donc dans le programme, enfin, il y a une mise en place. Pour les Jeux Olympiques, ça crée certainement plus de 8 000 emplois. Et l'accueil des Jeux va en créer une trentaine de milliers, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Le problème, c'est que, d'après ce que j'ai compris aussi, les jeunes ne seront pas rémunérés. Alors, voilà. On a peut-être inventé un nouveau concept d'emploi en France, qui est parce qu'il y a le prestige. Vous êtes rémunéré. Voilà, l'emploi bénévole. Voilà. Donc, aller construire des centrales nucléaires ailleurs, si tant est qu'on démontre notre maîtrise technique. Sur le papier, on a a priori le savoir-faire. Maintenant, on manque de soudeurs, hein, comme vous le savez. Oui, si on commence à construire des réacteurs nucléaires dans des pays comme l'Arabie Saoudite, ou la Turquie, ou autres, qui sont demandeurs, ça peut générer, là, effectivement, plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Non, mais là, il s'agit davantage d'investissements étrangers en France. Alors, justement, oui. La question que j'ai envie de vous poser, c'est... Bon, Arnaud Montebourg a récemment été en commission d'enquête à l'Assemblée nationale, je crois, sur l'état de la vente de nos fleurons industriels. Et là, il s'agit de se réjouir d'investissements étrangers, justement. Alors, quid des investissements? Alors, on vient d'en parler, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Français, est-ce que vraiment faire venir des investissements étrangers, je ne dis pas que c'est... A priori, ce n'est pas négatif, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est une solution pour pallier le manque d'investissement français? Étant donné qu'on n'a plus de sous dans les caisses, si on veut mettre sur pied, par exemple, un grand plan comme celui qu'on attend, hein, de M. Bayrou, l'argent va falloir qu'on le crée, hein, ex nihilo. On est d'accord. À partir du moment où on est d'accord pour créer de l'argent ex nihilo, la seule limite, c'est combien les gens sont prêts à nous prêter. Voilà. Si on peut emprunter 50 milliards, empruntons 50 milliards. Si on peut en emprunter 250, empruntons-en 250. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, dans la logique aujourd'hui, c'est ça, quoi. Le problème, c'est que emprunter 50 milliards à 4 ou 4,5%, c'est pas la même chose que d'emprunter 50 milliards à zéro, comme il y a 2 ans. C'est ça que je vous disais, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas eu le grand plan avant. Parce que là, on aurait pu emprunter plein d'argent, pas cher. Alors qu'aujourd'hui, peut-être qu'on va trouver des créanciers, hein, des BlackRock, des Vanguard, etc., qui ont les retraites des Américains à placer. Mais l'argent, il va coûter. Hein. Et pour faire face à un service de la dette qui pourrait... aux États-Unis, on va atteindre ou dépasser les 900 milliards de dollars. Donc en France, c'est à peu près 10 fois moins, 90. Vous comprenez que là, il y a un souci. C'est que l'argent, on peut peut-être le trouver, mais il va être cher. Et si on n'a pas de croissance, ça va dégrader nos finances, tout simplement. Et quand on commence à construire une centrale nucléaire, on commence à la rentabiliser dans 10 ans. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est dommage. Si on avait pu emprunter 200 milliards à zéro il y a 2 ans, ça aurait été bien joué. Pour revenir à l'énergie, peut-être un point sur la situation de l'énergie dans le contexte géopolitique actuel et de la guerre en Ukraine. Pour l'instant, le prix du pétrole, je ne sais pas exactement où on en est, et quelles sont les perspectives pour les mois à venir dans le contexte d'une guerre qui dure. Alors, le pétrole, on n'en manque pas, manifestement. Alors oui, on n'en fait plus venir de Sibérie, ou moins qu'avant. Mais ce pétrole continue de couler à flot. Les importations de pétrole russe par l'Inde ont été multipliées par 22 en 1 an. L'Arabie Saoudite a aussi doublé ou triplé ses importations de pétrole russe. Parce que la Russie a un petit souci, c'est qu'ils n'ont pas encore
assez de capacité de raffinage. En revanche, les Indiens ont la plus grande raffinerie du monde. C'est une raffinerie qui appartient au groupe Reliance, qui est ensuite le 10e milliardaire de la planète. Donc l'Inde et l'Arabie Saoudite ont des capacités de raffinage et importent du pétrole russe par pétrolier, par flotte de pétroliers, si j'ose dire. Donc on n'a pas trop de soucis pour l'instant. Le vrai souci, c'est que les réserves de l'Arabie, de l'Irak, du Koweït, du Venezuela, etc., ces réserves s'épuisent parce qu'on a décidé de façon tout à fait, là aussi, délibérée, un peu arbitraire, que on allait vers une transition énergétique. Donc pourquoi rechercher du pétrole? Donc on a arrêté. On n'investit plus là-dedans. D'ailleurs, BlackRock dit, attention, ceux qui investissent dans la recherche pétrolière, on les finance plus, on n'achète plus leurs obligations et on n'achète pas leurs actions. Mais le pétrole, c'est pas bien pour BlackRock, mais le gaz de schiste, qu'en est-il? Ah bah c'est pareil, c'est Larry Fink, il déteste autant le gaz de schiste que le pétrole saoudien ou le brut lourd du Venezuela. Non, je vous rassure, sa détestation, elle est globale. Donc là, je ne ferai pas ce reproche de trouver très bien le pétrole de schiste américain et de trouver détestable le pétrole vénézuélien. Bon. Mais globalement, on a arrêté de prospecter et les réserves s'épuisent. Et comme on s'aperçoit que la substitution du pétrole et du gaz par les éoliennes et par les panneaux photovoltaïques, c'est quand même un peu de la foutaise. Il faut des énergies pilotables pour que l'industrie puisse tourner. On ne peut pas dépendre du vent comme les meuniers du XVIIe siècle. Quand il n'y avait pas de vent, on ne peut pas faire farine. Donc, on a besoin d'énergie pilotable, et à un moment, on aura besoin de gaz et de pétrole. Voilà. Et donc, pour faire avancer les engins agricoles aussi, ils ne vont pas devenir électriques. Donc, il faudra du pétrole. Pour que les camions continuent de circuler sur nos routes, il faudra encore du pétrole, même si on essaye tous d'avoir un véhicule électrique avec 200 km d'autonomie et qui nous coûte 3 fois plus cher qu'un véhicule thermique qui, avec un plein, faisait 3 fois la distance. Bon. Donc, le pétrole, il va devenir rare et je le vois remonter, moi. Peut-être pas le prochain trimestre, mais peut-être 2024, 2025, on va commencer à s'apercevoir qu'on en manque. Alors heureusement, comme l'Arabie Saoudite vient de baisser par 4 fois sa production, on sait qu'elle peut rouvrir le robinet de 2 millions de barils jour, en grosso modo. Sauf que les Saoudiens et tous les pays qui voient que leurs réserves sont en train de fondre, leur dernier milliard de mètres cubes de pétrole, ils veulent les vendre le plus cher possible. On se met à leur place. Voilà. Donc, ils vont pas nous en faire cadeau et ils vont s'arranger pour que les prix demeurent assez hauts. Bon, actuellement, la baisse des prix, elle est liée au fait que la Chine en achète moins. Parce que je pense qu'avec le pétrole russe, ils ont fait le plein, à pas cher. Et il va falloir attendre que la Chine ait fini d'écluser un petit peu ses stocks pour que la demande se fasse vraiment ressentir. Et puis les Américains, eux, ils ont quasiment épuisé aux 2/3 leurs réserves stratégiques. Et à un moment, il faudra aussi qu'ils les reconstituent. Donc il se pourrait qu'à un moment aussi, la demande vienne des Américains eux-mêmes. Donc profitons que le pétrole revienne, par exemple, vers 65 $. On est actuellement à 72 pour répondre un petit peu à votre question. En Brent. Quand ça sera à 65, je pense qu'il faudra penser en acheter un petit peu, en mettre de côté. On a pas mal de questions des auditeurs spectateurs, donc on va revenir un petit peu en France avant de passer aux questions pour un dernier sujet qui est celui de l'immobilier. Alors, je voulais vous faire réagir sur la proposition de loi pour instaurer un contrôle technique des logements pour lutter contre l'insalubrité, proposée par un député Renaissance du Val d'Oise. Donc au départ, sur le papier, ça paraît plutôt bien rationnel, mais comme souvent, c'est un petit peu, ça ne montre pas tout de suite la profondeur du sujet, c'est-à-dire que il y a un diagnostic de performance énergétique, mais ça, pourquoi pas, mais tous les logements sociaux déjà vont être impactés, les propriétaires vont être sommés de faire des travaux auxquels ils ne vont pas toujours pouvoir souscrire, et
peuvent aussi se retrouver dans la situation d'être locataires. Alors, je ne sais pas, de l'État, du bailleur social, c'est pas très très clair. Il y a des biens qui peuvent être retirés du marché. Enfin, c'est quand même, ça peut à terme être une attaque importante contre la propriété privée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est ça. C'est une attaque contre la propriété privée. Alors, je vous dis d'emblée, je ne vais pas entretenir le suspense, je suis convaincu que ça ne va pas se faire. Mais il y a quand même un ballon d'essai qui est lancé pour voir le degré d'acceptabilité des projets les plus insensés et les plus contraires à notre Constitution. Oui, c'est comme s'il y avait beaucoup de ballons d'essai qui étaient lancés comme ça pour tester Ouais. Alors là, en l'occurrence, on va commencer donc dans l'ordre par effectivement le contrôle technique des logements. Alors si c'était uniquement le permis de faire circuler un bien sur le marché locatif, on pourrait se dire, ok, DPE, on inspecte, on voit si c'est une passoire thermique, et si c'est un logement décent. La décence, c'est un terme qui est un peu moins scientifique qu'une performance thermique, on est d'accord. Alors, la décence, ça a été plus ou moins défini par la loi Allure. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, disons que c'était destiné à combattre, par exemple, les marchands de sommeil qui vendaient des biens complètement dégradés avec rien, l'électricité pas aux normes, les fils pas protégés, enfin, c'était grand n'importe quoi. Donc, effectivement, c'était normal qu'on essaie de retirer de la location des biens totalement indignes pour ceux qui les occupent, et je dirais pour ceux qui les louent, c'est aussi une preuve d'indignité. Bon. Mais le problème du projet de loi de notre député du Val d'Oise, c'est que ça serait un contrôle technique qui serait non seulement un permis de louer, mais également un permis de continuer d'occuper le bien. C'est-à-dire que on va aller faire des inspections partout, chez tout le monde. Et même si vous êtes propriétaire occupant, on va vous dire « Ah, bah là, non, votre bien, là, ça va pas. Il n'est pas aux normes, ou on n'aime pas la couleur du papier peint, donc il va falloir nous changer tout ça. » Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, si l'euro propriétaire a des moyens, il va engager 40 000 euros de travaux dans un 2 pièces qui loue 600 euros par mois. Autrement dit, il va se priver de pratiquement 7 ans de revenus pour financer la rénovation. Alors comme il va dire non mais moi ça m'intéresse pas de m'asseoir sur 7 années de loyer parce que moi c'est mon complément de retraite, il va dire ben ouais, non moi je marche pas moi, non je vais pas le faire la rénovation. Et là si on se fie au projet de loi, on va dire ah ben monsieur vous n'avez pas le choix, si votre logement n'est pas remis aux normes, eh ben vous en perdez la jouissance, vous en perdez l'usufruit. Et c'est nous qui allons faire la rénovation à votre place puisque vous ne voulez pas le faire. Donc, votre locataire devient notre locataire. Donc, ces loyers tombent dans notre compte de remise en état de votre appartement. Donc, pendant X années, eh bien, votre locataire va payer cette rénovation que vous ne pouvez pas faire au travers de son loyer. Et vous, eh bien, faudra que vous payiez, bien sûr, les impôts fonciers, les taxes foncières, les taxes d'enlèvement d'ordures, toutes les taxes diverses et variées qui pourraient vous tomber dessus, et vous n'aurez plus de... Ce bien ne vous appartient... Enfin, c'est comme s'il ne vous appartenait plus, et si vous êtes propriétaire, eh ben, vous irez à l'hôtel quelque temps, le temps qu'on remette votre logement en état, à vos frais, naturellement. Donc, vous deviendriez locataire de votre propre logement. Bon, je pense que ça ne se fera pas, mais si vous me permettez quand même, ils ont osé. Ils ont osé, et c'est vrai qu'on a l'impression que souvent il y a une manipulation par le discours vertueux. Donc là, il s'agit de DPE, de lutter contre l'insalubrité, mais il y a aussi par exemple ce projet de séparation du bâti et du foncier pour faire accéder la classe moyenne à la propriété. Excellent. Et ça aussi, la communication est magnifique. Alors, oui, là ça provient de France Stratégie. Voilà. Je les salue au passage. Donc là, effectivement, il s'agit là encore d'une sorte de démembrement de propriété ou d'altération du statut de propriétaire. Donc vous n'êtes plus propriétaire que des murs et plus du sol
sur lequel votre logement est construit. Alors, on n'est pas propriétaire du sous-sol en France, on ne sera plus non plus propriétaire du sol. Alors, est-ce que c'est un alignement sur le modèle anglais? Enfin, à Londres, oui, alors c'est différent. À Londres, vous êtes propriétaire pour 99 ans, c'est ce qu'on appelle le bail amphithéotique. Bon, c'est un système qui fonctionne. Je dirais que c'est quand même un petit peu c'est vraiment une particularité toute britannique quand même. À une époque, la moitié de Londres appartenait à la famille royale. Donc la famille royale a effectivement joué son rôle de bailleur, et c'est ce qui assurait d'ailleurs la richesse de la famille royale et du duc d'Édimbourg en particulier, de mémoire. Donc aujourd'hui, le système a un petit peu changé. En France, si on instaurait ça, on serait quand même le seul pays européen où quelqu'un qui vient acheter, imaginons que je suis un investisseur belge, helvétique, italien, où d'un seul coup, je ne serais vraiment propriétaire que des murs. Puis surtout, je serais propriétaire d'un bien dans un pays où la règle du jeu change tout le temps, et toujours dans le même sens. Toujours altérer, amoindrir la force de son droit de propriété. Moi, ce qui m'interrogerait, c'est pas seulement qu'ils osent tout, mais c'est que, en fait, quand on regarde sur une durée, un temps long, qui est celui de l'investisseur immobilier, puisque ça dit un prêt hypothécaire, c'est sur 30 ans, quand vous regardez sur 30 ans tous les mauvais coups que se sont pris les propriétaires en France, vous vous dites quand même qu'il y a une trajectoire. Et là, ce qui vient d'être annoncé par Elisabeth Borne, le fameux Conseil national de la refondation, là, ils n'ont pas tiré sur l'ambulance. Ils ont mitraillé le corbillard. On demandait de soutenir un secteur en crise, et ils sont finalement venus débrancher toutes les perfusions. C'est merveilleux. Là, je veux dire, on termine l'immobilier au Rivotril, là, excusez-moi. Donc, l'altération du droit de propriété, c'est un mauvais message envoyé non seulement aux Français, mais à la planète entière. Donc, j'espère que ça non plus, ça ne verra pas le jour. Je dirais, là aussi, ils ont essayé, ils ont osé, et les ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais alors, est-ce que ce serait complètement complotiste de nous faire de penser immédiatement à cette phrase de Klaus Schwab qui nous avait dit que on ne posséderait rien, et que ça nous rendrait heureux? Il s'agit toujours de notre bonheur. Oui. Dans le fameux Great Reset, le grande réinitialisation qui est paru, dont on a beaucoup parlé à un moment. C'est quelque chose dont la lecture m'a beaucoup réjoui il y a déjà 4 ans, parce que ça rejoignait un petit peu mes propres réflexions philosophiques. C'est vrai que l'attachement forcené au matériel ne rend pas heureux. On est plus heureux par ses accomplissements. Bon, le problème, c'est qu'il y a un moment, dans nos sociétés, nos accomplissements, on aime bien en toucher les fruits et finalement en être quand même un petit peu propriétaire des fruits de notre travail, de nos accomplissements. Alors oui, c'est vrai que posséder les choses et en faire une obsession, à la fin, c'est les choses qui vous possèdent. Mais bon, avoir un toit quand même sur la tête, c'est pas si mal, ça correspond encore à un besoin primaire, mais c'est un besoin primaire et c'est un besoin de liberté. Mais ce qui est extraordinaire, je trouve légitime. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce discours est délivré par des personnes qui elles-mêmes possèdent beaucoup, beaucoup. Donc oui, c'est pour ça, comme ils possèdent beaucoup, ils se sont aperçus qu'effectivement, c'est pas dans la possession matérielle qu'on trouve le bonheur. Peut-être dans la contemplation d'un peuple qui se couche chaque fois qu'on lui impose une saloperie. Ça, c'est beaucoup plus jouissif quand on a le pouvoir et qu'on a eu beaucoup d'argent. Il y a un moment où tirer les ficelles, c'est beaucoup plus excitant que de s'acheter le énième immeuble ou augmenter encore sa participation dans Apple ou dans Tesla. Sincèrement, il y a certains niveaux où avoir le pouvoir sur les autres, c'est ça qui devient votre véritable moteur. Et j'ai tendance à me méfier énormément des gens qui essayent d'avoir le pouvoir sur les autres. Alors c'est déjà assez difficile d'avoir le pouvoir sur soi-même. Mais on en est là un petit peu quand même. On entend tout ça. Oui, vous comprenez que je réponds à tout ça avec un demi-sourire. Non, mais justement, pour terminer, je voulais vous faire réagir sur un rapport du Sénat. Alors, j'ai trouvé ça sur Internet. J'espère que les chiffres, a priori, c'était un site
publics qui nous démontrent que 38 000 personnes en 2018 percevaient 2/3 des revenus du capital, alors qu'en 2017, elles en percevaient la moitié. Donc sur un an, c'est quand même assez important. Et sur ce chiffre-là, donc 0,01%, donc 3 800 personnes, leur part est passée d'1/5 à 1/3 des revenus du capital. Oui, parce qu'on est en France. Aux États-Unis, c'est pire. Voilà. C'est pire. Aux États-Unis, c'est 1% qui détiennent presque 50%. Donc, on n'est pas encore au niveau des États-Unis, mais on vient bien. Puis vous avez, sur les 38 000, vous avez les 380 familles milliardaires qui doivent posséder 20% et dont le taux d'imposition moyen est effectivement de 2%, à ce que j'ai entendu. Voilà. Oui, parce que ça, ce sont des chiffres pré-Covid. Il faut savoir que pendant le Covid, les fortunes de ce niveau-là se sont multipliées. Alors, je pense qu'il faudrait avoir des chiffres maintenant. C'est de 2 à 4 Ouais. De 2 à 4. C'est pas mal. C'est une belle conclusion. Ça va. Si je peux me permettre, ça rappelle un peu les fameuses 200 familles dont Édouard Daladier disait qu'elles contrôlaient la politique et l'économie française. Bon, c'était une autre époque. Mais oui. Alors, moi, j'aime bien cette époque de 200 familles. Bon, je m'y suis intéressé. Alors, ils avaient effectivement le pouvoir de faire et défaire les gouvernements. Mais à l'époque, il leur manquait quand même un truc que les milliardaires d'aujourd'hui ont très bien compris. Les milliardaires d'aujourd'hui, ils possèdent les médias. Donc, là, ils ont vraiment une mainmise très importante et stratégiquement décisive sur ce que pensent des gens qui vont pas chercher très très au-delà des gros titres ou de la courte réponse qu'on va leur faire en quelques secondes avec quelques éléments de langage, qui pensent à leur place. Et les 200 familles se heurtaient quand même à une presse qui n'était pas forcément dans leur sens. Il y avait des éditorialistes, il y avait des grandes plumes qui écrivaient dans des journaux qui n'étaient pas forcément le Figaro ou des journaux qui étaient favorables dans les années 1870 à Napoléon III. Victor Hugo l'avait assez dénoncé. Mais il y avait encore une presse à l'époque pour contester la politique. Cette presse-là n'existe plus. Et on en parlait tout à l'heure, les rares sources de réinformation que sont les réseaux sociaux, M. Zuckerberg assume d'avoir censuré la vérité. Voilà. M. Zuckerberg est à ma connaissance un milliardaire, il joue le jeu des milliardaires, il joue le jeu de la société du contrôle, et je pense que c'est peut-être ça qui est le plus alarmant finalement, outre le fait que si on ne possède rien, on sera heureux. Ça dépend un petit peu dans quel registre philosophique on se situe. En revanche, contrôler tout ce qu'on pense, ou ce que pensent des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup, ça c'est quand même un problème beaucoup plus sérieux à mon avis. Oui, c'est l'étape de plus auquel on a droit aujourd'hui. C'est la grande spécificité. Et c'est vrai que les journalistes sont devenus pour la plupart des communicants. Oui, ou quand vous voyez métier. On apprend par exemple que Bill Gates a versé 2 millions au monde. Je trouve très très bien que M. Bill Gates veuille que la presse de qualité continue d'exister. Mais je me demande quand même si 2 millions, ça finance le salaire de 50 journalistes à l'année, je me demande quand même si ces journalistes se sont montrés très très critiques du narratif officiel de l'État français, des confinements, de tout ce qu'on nous a raconté sur les vaccins. Est-ce que ces journalistes se sont sentis d'un seul coup une âme de fact-checkers, sachant que leur argent, l'argent qui les rémunère, provient d'un gars qui fait la promotion des vaccins? Voilà, c'est une question, je n'ai pas la réponse. Je la pose. D'ailleurs, je l'ai déjà dit lors d'une précédente émission, mais il y a une enquête en cours à la Commission européenne sur les larges soupçons de conflit d'intérêts entre Ursula von der Leyen et Pfizer, qui n'est absolument pas relayée dans les médias. Oui, absolument. Alors, félicitations à l'avocat liégeois, qui a trouvé le biais juridique pour attaquer Ursula von der Leyen pour ce qu'elle a effectivement fait, c'est-à-dire que
dans l'exercice de ses fonctions, elle a dissimulé des communications cruciales engageant les finances de l'Europe. On est tous contribuables, et c'est notre argent qui a été utilisé. Il semblerait que les sommes sont folles. On nous parlait de 70 milliards, ça me paraît fou. Quand je vois qu'on va faire travailler les Français 2 ans de plus pour économiser 15 milliards, je dois avouer quand même que ça me donne le tournis. Et effectivement, ce n'est pas relayé. Et actuellement, la justice belge se demande, et il risque de se demander longtemps, qui va oser s'en prendre à Ursula von der Leyen. C'est-à-dire, qui est compétent géographiquement? Est-ce que c'est le juge liégeois qui a reçu la plainte et l'a jugé juridiquement acceptable? Ah oui, mais les faits dénoncés ont lieu à Bruxelles. Alors, le juge de Bruxelles pourra dire « Ah oui, c'est chez moi, mais la plainte, c'est chez vous ». Je sens déjà la partie de ping-pong là, qui va s'engager. On risque de ne pas voir ça aboutir avant un certain temps. Et en fait, il y a pire que de dire qu'elle est innocente. Il y a pire, c'est de ne même pas instruire. C'est pire dans le sens où en fait ça acte le fait que tout ça n'est pas important. Enfin, il y a une sorte de... Il y a eu cette histoire de valise de billets, cette députée grecque. Enfin, on a tout oublié. C'est-à-dire que tout passe. C'est ça qui est. Ah ben, mais c'est un scandale chasse l'autre. Hein. Vous connaissez, c'est Charles Pasqua qui avait dit s'il y a un scandale qui éclabousse l'État, eh bien vous créez un scandale, une affaire dans l'affaire, et puis une autre affaire dans l'affaire, jusqu'à ce que les gens se lassent et n'y comprennent plus rien. Bon. C'est les vieux principes. Hein. Et tout bon lecteur de Machiavel, comme j'imagine nos plus hautes instances européennes et l'hôte de l'Élysée, tout lecteur de Machiavel ou des grands dirigeants du passé connaissent tout ça par cœur, évidemment. Je pense qu'ils ont le livre sur leur table de chevet. Noah, on va passer aux questions. Avec plaisir. Très bien. Eh bien, les questions du public, on en a quand même quelques-unes. Donc, bon, si on peut toutes les poser, on verra bien, mais on va au moins poser les plus pertinentes. Bon, j'étais un peu long dans mes réponses, je vous promets que je vais faire court. Ah, parfait. Alors, une question simple d'abord de Poulopo, qui est « Si nos dirigeants prenaient des bonnes décisions pour le pays, quelles seraient-elles » Waouh! Moi qui voulais répondre en 2 mots, je dirais la première chose déjà, c'est de rétablir l'accès à la vérité. On ne peut rien décider de bon quand on passe son temps à tromper et à mentir aux gens. Qu'est-ce que vous voulez bâtir sur du mensonge en permanence? Donc je dirais qu'à la base, la première chose déjà, c'est de recréer et de subventionner, si j'ose dire, une presse libre et indépendante. Et quand je dis vraiment libre et indépendante, c'est quelque chose qui serait vérifié par des scrutateurs absolument incorruptibles qui ont le coup de poser sur notre Constitution et qui s'assurent effectivement que les journalistes ne sont pas corrompus, n'ont pas de lien d'intérêt, qu'un laboratoire n'est pas le plus gros annonceur du magazine ou du journal. Et si on dit du mal du laboratoire, le journal il est mort parce qu'il n'a plus de flux financiers. Donc pour moi c'est la base. D'abord, rétablir l'accès à la vérité. Et là, on est allé tellement loin dans le mensonge et la manipulation qu'effectivement, on peut dire tout et n'importe quoi aux gens. Les gens ne croient plus en rien. Les gens ne croient plus les médias. Les gens ne croient plus les politiques. Je n'ai pas rencontré une personne qui m'a dit « je crois monsieur Olivier Véran ». Ça n'existe pas. Moi, j'en connais. Donc, donc peut-être dans la région de Grenoble. J'en connais beaucoup. Donc justement, il y a aussi rétablir aussi l'envie de vérité, parce qu'il y a des gens avec qui vous discutez, ça peut tourner en rond dans des dîners en ville pendant des heures, parce que vous pouvez leur dire des choses qui sont prouvées, qui sont factuelles, et on vous prendra pour une complotiste. C'est-à-dire le rapport à la vérité, chez quand même dans les élites, alors dans les milieux plus, je dirais, dans les grandes villes, est quand même quelque chose d'assez troublant et très très dérangeant. Moi, j'ai peut-être la chance alors d'avoir des rapports avec des gens qui ont les pieds sur terre, voire les pieds dans la terre dont nous tirons nos céréales et notre nourriture. Et je veux dire que ces gens de bon sens, je n'en connais pas un qui croit un mot qui sort de la bouche de M. Véran. Dans les premiers temps, oui, mais aujourd'hui, avec le recul, non. Alors, s'il y a encore des gens qui croient, je veux dire, là, ce pays est foutu. Peut-être une question qui nécessitera une réponse un peu longue, mais je pense qu'elle sera
vraiment assez intéressante, d'Alexandre Oder, donc au sujet de l'OPA de la famille Rothschild. Quel serait l'impact du retrait d'une banque aussi importante que celle-là de la bourse sur l'économie réelle? Bulle spéculative qui risque de percer et effet domino. SVB a disparu, le Crédit Suisse a disparu, First Republic s'est enterré, Signature Bank disparu. Il y a 20 banques chinoises qui ont disparu, dont vous n'avez jamais entendu parler, et dont vous n'entendrez d'ailleurs jamais entendre. Vous n'aurez jamais parlé dans nos médias. Non, il n'y a pas de souci. Je pense que la famille Rothschild s'est interrogée sur la pertinence d'afficher un cours et une valeur boursière pour leur banque, et ils ont dû conclure que ça n'avait pas un intérêt vraiment premier. Donc ça n'a aucun impact, évidemment, sur le monde de la finance. Plus un symbole qu'autre chose. Absolument. Très bien. Alors, une question de Vaste Victor. La Deutsche Bank allemande est un Tchernobyl financier en puissance. Pourtant, les fonds de pension et financiers de Wall Street continuent de jouer aux apprentis sorciers, au risque d'y passer eux-mêmes. La cupidité rend-elle stupide ou suicidaire? Alors d'abord, j'aime bien l'expression de Tchernobyl financier parce que je pense que j'en suis l'auteur. Du coup, ça fait donc 15 ans que ce Tchernobyl aurait dû exploser et répandre son césium 135 sur toute la corporation bancaire. Bon, en fait, la BCE verse du sable et de l'eau sur le réacteur depuis 15 ans. Et du coup, sa radioactivité, pour l'instant, reste sous contrôle. Et si vous voulez, au bout de 2-3 ans, quand la Deutsche Bank n'avait pas explosé malgré tout, il fallait en conclure que c'était too big to fail et qu'effectivement, ça serait maintenu en survie artificielle, ces fameuses sociétés zombies dont je vous parlais. Et vous voyez que même le Crédit Suisse, il disparaît, absorbé par UBS. Et finalement, ça a lésé quelques créanciers qui avaient des obligations non sécurisées du Crédit Suisse. Et puis sinon, tout le monde s'en tire bien. On va rester un peu dans l'idée du lien avec l'Allemagne. Une question de Novak Djokovic Alpha. Va-t-on voir, comme en Allemagne dans les années 30, une baisse de la part des dépenses affectées au logement par l'augmentation du coût de la vie, nourriture notamment, qui mènerait à un krach immobilier? Alors, si on parle de la situation allemande, et qui est très différente de la situation du marché immobilier français, je crois que la moitié des Allemands, ou presque, sont locataires d'un institutionnel, d'un grand propriétaire foncier, type par exemple Vonovia, le grand propriétaire de logements en termes d'unités. Donc ces grandes institutions, elles garderont un accès aux capitaux, quoi qu'il en soit. Et les particuliers, ça ne représente pas un vrai moteur en Allemagne. Et la hausse des prix en Allemagne, elle a été causée essentiellement par des institutionnels, non plus allemands, mais anglo-saxons, américains, qui se sont dit ouais, l'Allemagne, les prix sont quand même vachement bas, la rentabilité est relativement bonne, en tout cas par rapport à la France, par rapport à Londres, Berlin, Düsseldorf, Munich, c'est un paradis, quoi. Enfin, ça l'était il y a 10 ans, maintenant ça l'est un petit peu moins. Mais le marché allemand, je le vois pas craquer, parce que ou alors il faudrait qu'on me démontre qu'il y a un Vonovia qui va faire faillite. Ah oui, alors là, à ce moment-là, il y aura des soucis, sauf que pas plus Vonovia que Deutsche Bank ne fera faillite, parce que c'est beaucoup trop systémique. Si Vonovia va au tapis, ça met en péril 500 000 locataires ou plus. Voilà, donc, je crains que le passage, la traversée du désert soit longue, si les taux restent élevés longtemps, mais je ne vois pas de krach immobilier en Allemagne. D'accord. On va retourner sur une question de Vaste Victor qui demande: en cas d'accélération de la dédollarisation, les dollars reviendront aux États-Unis avec le risque d'un dollar qui dévalue
ce qui obligera la Fed à augmenter ses taux pour soutenir le dollar. Dans ce cas-là, la Fed devra choisir entre sacrifier le dollar ou le citoyen US. C'est exactement la thèse que je défends depuis maintenant de nombreuses années, depuis que les premières velléités de dédollarisation ont vu le jour. Historiquement, on remonte à 2014 avec la Russie qui commence à se dédollariser. Et puis vous avez quelques pays qui commencent également à ruer un petit peu dans les brancards parce qu'ils n'aiment pas la judiciarisation et l'extraterritorialité du droit américain. Donc les choses vont se faire progressivement. Pourquoi ? Parce que le yuan ne va pas remplacer le dollar comme le dollar avait remplacé la livre sterling, parce que le yuan n'est pas convertible, parce que le yuan n'est pas une monnaie de réserve. Donc le yuan sera une monnaie de transaction. Et le dollar va lui aussi se trouver réduit à ce rôle de monnaie de transaction. Et ceux qui utiliseront le yuan s'empresseront ensuite de reconvertir ça dans d'autres choses. Moi, je verrais bien l'or, un panier de matières premières, voire pourquoi pas des stocks de semi-conducteurs. Mais je vois effectivement le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve marginalisée progressivement, contraignant effectivement la Fed, le Trésor américain, à monétiser la dette. C'est la Fed qui se chargera sur un plan opérationnel de multiplier les dollars, exactement comme le fait la Banque centrale du Japon depuis 1991. Le problème, c'est que la dette japonaise est auto-détenue, alors que le dollar constitue toujours aujourd'hui un peu plus de 55% des réserves en moyenne des banques centrales dans le monde. Et je pense que petit à petit, on va revenir à 50, puis 45. Mais ces petits pourcentages additionnés face à une situation d'endettement extrêmement tendue aux États-Unis, les effets de levier dont j'ai parlé, ces fameux 2 millions de milliards d'encours de dérivés, beaucoup sont libellés en dollars. Et pour tenir cette pyramide, j'appellerais même ça un gigantesque Ponzi, parce que pour qu'il tienne, il faut toujours rajouter de la liquidité. Vous asséchez simplement la liquidité et ça suffit à ce que l'ensemble devienne instable. L'ensemble n'est stable comme un vélo que par une dynamique. Il faut qu'il roule au moins à 3 ou 4 km/h pour rester debout. 3 ou 4 km/h, c'est pas beaucoup. 3 ou 4% de croissance, c'est pas énorme. Mais si on les a pas, eh ben, il va y avoir un problème. Et si on n'a pas une poursuite de l'expansion de la masse monétaire, on va au-devant de graves difficultés. Je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur. Très bien. Une dernière question qui sera tout aussi joyeuse, je pense, d'Alexandre Oder, encore une fois. Pourquoi encore parler de classe moyenne si celle-ci est à crédit ? Pour rassurer le consommateur et ne pas avouer que le modèle américain riche-pauvre sans classe moyenne est généralisé ? Les États-Unis, c'était le pays de la classe moyenne. C'était cette classe moyenne qui faisait rêver presque partout sur Terre. Elle a fait rêver le Japon, puis elle a fait rêver la Corée, et puis elle a fait rêver tous les pays de l'Est, tous les satellites de l'Union soviétique, tous les gens qui avaient eu, qui étaient aperçus de la façon dont vivaient les classes moyennes aux États-Unis, et en partie en Europe, disaient que c'est absolument merveilleux par rapport à ce que eux vivaient, constituant la classe moyenne allemande de l'Est, tchèque, roumaine, c'est ce que vous voulez. Ce modèle faisait absolument rêver. Et ce modèle a été entretenu, et avec succès, et ça continue de faire rêver, jusqu'au jour où le rideau de fer est tombé, et où quelque part l'Occident n'a plus eu besoin de faire rêver. Ce jour-là, on n'avait plus besoin de classe moyenne roulant dans des autos rutilantes, avec une belle maison, certes modeste, mais avec une chambre pour chacun des enfants, avec un petit jardin, le barbecue, le garage pour la voiture, et tout ça avec le salaire de monsieur ou de madame. C'était merveilleux, ça fait rêver le monde entier. Et puis maintenant que l'Empire soviétique a
a été mis à bas, on a, si j'ose dire, cessé de faire des efforts et d'entretenir la classe moyenne. Et comme je l'ai déterminé, comme j'ai déjà démontré, on était déjà déterminé de toute façon à appauvrir la classe moyenne le jour où on s'est dit de toute façon il faut modifier le partage de la richesse pour contrôler l'inflation. Déjà, ça commence à partir mal à ce moment-là. Si vous voulez, à partir de 85, effectivement, on a posé les bases de la création d'une nouvelle forme d'inégalité. Et c'est vrai que c'est à partir de 92-93 qu'on commence à avoir des cures d'austérité. Si on se rappelle tous qu'en France, pour aider l'Allemagne à absorber sa partie Est, on a accepté des taux exagérément élevés qui ne correspondaient en rien à des risques inflationnistes qu'on avait en France. C'était juste pour éviter que l'Allemagne, elle, connaisse de l'inflation. Donc les Allemands ont mis les taux très très hauts et nous on a suivi. On s'est littéralement mis un gros chiffon sur le nez pour plus respirer tout l'air dont on avait besoin et on s'est collé des pavés dans le sac à dos, quoi. Donc, au nom de l'amitié. Ça, au nom de l'amitié franco-allemande, là, je peux vous assurer que les classes moyennes, là, dans les années 90-92, là, elles ont morflé. Hein. Parce qu'on aurait dû avoir de la croissance en France, on ne l'a pas eu. Alors, en Allemagne non plus, d'ailleurs, hein, parce que jusqu'en l'an 2000, ils n'avaient quasiment pas de croissance. Mais on s'est infligé des cures d'austérité. Je ne sais pas si les gens l'ont oublié, moi pas. On aurait dû être en France sur des taux de croissance de 3%, qui auraient permis, grosso modo, effectivement, d'avoir de créer plus d'emplois, donc d'avoir plus de distribution de salaires. Bon, à la place, on a commencé à avoir plus d'endettement. Les bons choix de nos dirigeants. Donc nous approchons de la fin, et avant, ne serait-ce que de conclure, quand même remercier ceux qui ont pris des abonnements ou en ont offert. Donc tout d'abord, Hugo Carl, si on peut prononcer ça comme ça, qui s'est abonné grâce à Amazon Prime. MDH 311 999, qui a pris un abonnement standard. Et Courtois Lumia, qui a offert un abonnement à Domlap. Et Megaduanra, qui a offert un abonnement à Logeto. Merci à vous quatre pour le soutien que vous apportez au Cercle. Flavie, je vais te laisser conclure. Eh bien, merci Philippe Béchade pour cette longue émission, finalement, qui a duré près de 2 heures. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la Lettre des Affranchis aux publications Agora et de la chronique Agora, et que vous êtes également président du think tank Les Iconoclastes, qui réunit plusieurs économistes iconoclastes. Et nous espérons vous revoir bientôt. Ce sera un grand plaisir. Merci encore. Et bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Merci à vous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.